C'est la deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la problématique de l'éducation sur le continent. Mes trois invités sont restés avec moi, les professeurs David Johnson et Massimilien Ndiaye et Madame Laurence. Donc, merci à vous trois d'être restés avec moi. Qu'enseignons-nous à nos enfants à l'école en Afrique? Quel regard porter sur le contenu de l'éducation sur le continent? Avant d'en parler, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction signé Deo Gracias Podo. Depuis plus d'une dizaine d'années, sur le continent et plus particulièrement en Afrique subsaharienne, les initiatives se sont multipliées pour relever le défi de l'accès à l'éducation pour tous. Selon des études récentes, plus de 60% de la population africaine a moins de 25 ans et constitue sans aucun doute l'une des clés de la croissance économique et du développement social dans les années à venir. Seulement, cette volonté affichée par les dirigeants et autres acteurs internationaux se heurte à la problématique de la qualité même de l'enseignement. La réalité ou l'inadéquation qui s'observe au niveau de l'enseignement est pratiquement la résultante de la colonisation. Nous avons mis sur pied des institutions copiées sous ce modèle-là, c'est-à-dire le modèle européen, mais qui ne s'accommodent pas à nos réalités. Il faudrait que l'on arrive à repenser réellement notre système d'enseignement, que l'on fasse alors intervenir pour que ensemble nous arrivions à dégager un contenu qui soit susceptible de s'adapter à nos réalités. Selon certaines études, en Afrique subsaharienne, seulement 80% des enfants parviennent à achever le cycle primaire et 93% n'ont pas la chance d'acquérir des compétences en lecture ou en écriture. Un constat amer que certains experts tentent d'expliquer par la question cruciale et sensible des conditions de travail des enseignants, leur niveau de formation et l'investissement alloué par les pouvoirs publics. Les défis pour la profession sont accrus en milieu rural. Les enseignants exercent dans des conditions défavorables caractérisées par la précarisation, des faibles salaires et la démotivation. Normalement, avec l'évolution des choses, on devrait pouvoir prendre les réalités africaines en compte au niveau de l'éducation et de la formation. Malheureusement, c'est du copier-coller, même si on change le système pédagogique aujourd'hui. Quand les politiques peuvent penser le système, nous qui sommes enseignants et qui sommes comptables aussi du système, devront aussi amener les réflexions. L'Afrique doit repenser son éducation, celle qui sera adaptée aux réalités spécifiques des États en fonction des orientations économiques et du marché de l'emploi. Il a été constaté que dans de nombreux pays, la plupart des apprenants acquièrent difficilement les compétences de base. Une situation qui compromet les projets de développement et relance le débat autour de l'adéquation des programmes de formation aux réalités africaines. Il y a plusieurs acteurs qui doivent entrer en jeu. Bien entendu, tout cela doit être aussi coiffé par la volonté agissante des gouvernants pour que nous arrivions réellement à mettre sur pied un programme qui soit conforme et qui s'accommode aux réalités des pays africains. Il va sans dire que l'Afrique cumule de nombreux handicaps à son développement, notamment en ce qui concerne la problématique de l'éducation. Si celle-ci, à l'origine, fut initialement considérée comme un outil de la domination coloniale, la prise de conscience du lien entre école et modernité, formation des jeunes et progrès se fait de plus en plus remarquer, et ceci en fonction des environnements sociaux, culturels et religieux. C'est sans doute l'un des défis majeurs à relever dans les années à venir. Un sujet qui nous plonge au cœur de la problématique que vous souleviez, Madame, donc dans la première partie de notre émission, la question du contenu de l'éducation, mais aussi de la vision qui préside à la conception des programmes éducatifs. Oui, il faut déjà que nos pays qui sont indépendants depuis 1960, 1961 et après 1960, et peut-être même 59 pour certains États, ils ont, je crois, maintenant la capacité de définir une politique éducative correspondante à leurs besoins. Il y a eu, vous l'avez dit, plusieurs états généraux de l'éducation ont eu lieu dans les pays. On assiste aujourd'hui à l'émergence de pays qui hier étaient au même niveau de développement que certains pays africains, avec peut-être moins de ressources naturelles, mais qui aujourd'hui, en 30 ans, sont devenus des pays émergents, oui, parce qu'ils ont mis l'accent sur l'éducation, sur la formation, et nous sommes toujours en reste. Et je voudrais préciser que par rapport aujourd'hui à l'investissement à l'école, pour oui, ce qu'on devrait investir.
quand on regarde la plupart certains pays africains, quand je regardais les statistiques, le Sénégal, par exemple, met 24% de son budget dans l'éducation. Oui. Le Niger met 7%. Oui. Le Gabon met en moyenne 7%. Et il y a quelque chose d'aberrant, par exemple, au Gabon, c'est qu'entre 2016 et 2017, le budget de l'éducation nationale a baissé de 35%. Il est aujourd'hui de 21 milliards de francs CFA, alors que celui des loisirs et des sports est de 32,5 milliards et a augmenté de 282%. Donc, on n'en fait pas une priorité, pensez-vous? On ne peut pas dire que c'est une priorité quand on met plus d'argent dans le sport et que pendant 8 ans, on n'a pas construit une seule école et que, comme on l'a vu dans le reportage, on a des classes de 100 et de 200 élèves. Et permettez-moi de dire ceci quand nous parlons de contenu et quand nous parlons de programme. En France, on interroge aussi les programmes parce que, en tant que didacticien, nous travaillons sur l'appropriation des savoirs par les élèves et les enseignants. Et il s'avère que le savoir que l'on enseigne à l'école, qu'on appelle le savoir scolaire n'est pas un simple calque du savoir savant. Le savoir savant, lorsqu'il devient savoir scolaire, subit des transformations dans ce qu'on appelle la noosphère, dans ce que Chevalard a appelé la noosphère, c'est-à-dire là où on construit le programme scolaire. On va le construire en fonction de la politique, en fonction des autorités d'un État. Donc quand nous copions ces programmes scolaires et que nous les emmenons chez nous, ils sont construits dans la noosphère française, en fonction des besoins stratégiques de la France. Nous les copions, donc les savoirs chez nous subissent une double transposition didactique, comme on l'appelle, et donc ils ne sont pas du tout adaptés parce qu'ils ne sont pas conçus selon nos propres besoins et donc les élèves vont avoir plus de mal à se les approprier. Si vous imaginez qu'en France, on parle d'analphabétisme, on parle d'élèves qui finissent le collège sans savoir lire et écrire, avec des savoirs qui ont été pensés pour leur contexte. Imaginez ce que ça fait pour des élèves qui transposent dans un autre contexte des savoirs qui ne leur sont pas... Voilà. Pourquoi on en est là encore 57 ans après les indépendances? La question se pose. Elle se pose. D'autant plus qu'elle traduit une difficulté. Les spécialistes le disent. Au fond, il ne s'agit même pas ce n'est même pas une question de moyens, disent les gens. On dit si vous mettez 10 élèves dans une classe climatisée, vous leur enseignez quelque chose qui n'a aucun intérêt pour eux, le résultat sera le même. Donc il ne suffit pas de construire des salles de classe, il faut surtout définir mais commençons d'abord par construire des salles de classe. Et que toutes les solutions doivent être apportées en même temps, professeur Johnson. L'Afrique doit maîtriser les sciences et les technologies. Pour maîtriser les sciences et les technologies, il est nécessaire d'élaborer une stratégie qui tiennent compte justement des difficultés liées à l'appropriation cognitive ou liées à l'environnement, etc. Moi, donc, je considère que le problème du continent africain est d'abord la focalisation sur la dimension stratégique. Donc, j'avais dit au départ, c'était le problème de la vocation, mais c'était également le problème de songer où aller. Donc, la détermination d'une géodésique, c'est-à-dire une trajectoire optimale par rapport aux ressources endogènes. Donc, ce qui manque au continent africain, c'est cela. Nous avons des gens qui font du mimétisme nauséabond. C'est ce qu'on retrouve du copier-coller parce qu'il y a eu des expériences qui ont été menées de part et d'autre, etc. Mais on peut faire cette espèce de veille technologique pour regarder comment des pays comme le Japon, la Corée du Sud, l'Inde ou d'autres nations ont procédé et qui occupe le devant de la scène aujourd'hui. Oui, par exemple, il y a une enquête qui s'appelle le Trend in Mathematics and Science Study, qui, lorsqu'on essaye justement de classifier les mathématiques pour les élèves au niveau du scolaire, la France est tout à fait en retard, alors que les pays d'Asie sont en avance. Donc, si vous ne pensez pas correctement votre politique économique d'ensemble, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas résoudre le problème local de la politique éducative. Parce que la politique économique d'ensemble va tenir compte de l'allocation des ressources nécessaires. Donc il n'y a pas de stratégie sans allocation de ressources. Donc je dis, il y a nécessité, n'est-ce pas, de se focaliser sur la vocation, l'orientation, la définition des objectifs. Après, vient maintenant le problème des savoirs qu'on doit considérer comme étant des savoirs utiles. Non, pas tout de suite. Il y a des savoirs universels. La première phase consiste d'abord en l'alphabétisation. L'alphabétisation. Cette alphabétisation, vous l'avez évoqué tout à l'heure, elle va
c'est-à-dire la possibilité de lire, la possibilité de calculer, c'est-à-dire tout simplement le CM2, ce que nous faisions à l'époque. Hein. Je me souviens qu'on avait appris le Mamadou Ebineta lorsqu'on faisait le certificat d'études primaires. Si vous aviez moins de 5 fautes, vous n'aviez pas votre certificat d'études primaires. Il fallait recommencer. Donc la grammaire de base, on savait le faire, on la maîtrisait. Donc ce que nous suggérons, c'est que d'abord nous passions de la préappropriation de la langue qui est la nôtre, vernaculaire, à la transition vers des langues qu'on pourrait appeler des langues de culture, etc. etc. C'est ça. Bon, à partir de cela, il y a ce que j'appellerais des fondamentaux scientifiques. Les fondamentaux scientifiques sont là, mais ces fondamentaux scientifiques, parce que, pour des raisons tout à fait différentes, les sachants, les professeurs, n'auraient peut-être pas développé le savoir dans la langue naturelle, donc dans leur langue vernaculaire. Donc il y a une espèce de gap où il est nécessaire de pouvoir apprendre dans une langue étrangère en entendant que vous ayez des bases de données ou des matériaux pédagogiques qui soient adéquats ou appropriés. Donc vous voyez que c'est une affaire d'abord qui est une gestion de transition et qui est dynamique, donc vous n'avez pas tout de suite une réponse, elle s'écrit sur le long terme comme le soulevait tout à l'heure mon collègue. Donc, pour faire une synthèse partielle, je dirais tout simplement, revenons à la démarche stratégique pour définir la vision. Où je désire aller, où voudrait-on aller, quel est le contenu, quelle est l'allocation de ressources que je fais, où peut-on songer aller, quelle est l'étude de l'environnement, quels sont justement les facteurs politiques, économiques, sociologiques, légaux qui pèsent sur justement les rigidités que nous sommes en train de vivre pour amener ce que j'appellerais une transformation qualitative qui permettrait d'avancer. Cette transformation qualitative dont parle le professeur David Johnson, elle n'a pas eu lieu. Pourquoi, selon vous, selon professeur Ndiaye? Parce que dans nos ministères de l'éducation nationale, nous n'avons pas les cadres qu'il faut, parce que nous n'avons pas la volonté politique. À quoi est dû effectivement ce retard que nous avons connu dans ce mécanisme de transformation dont parle le professeur Johnson? Moi, je ne peux pas donner des explications bureaucratiques. Vous savez, le développement est un projet de civilisation. On nous cite par-ci, par-là le Japon, avec l'ère Meiji, qui en un temps record a rattrapé et dépassé l'Occident. La Chine aujourd'hui, qui s'avère une grande puissance économique, une politique éducative, bon... Oui, on pourrait citer l'Inde aussi, etc., la Corée du Sud, etc. Bon, tout ça, c'est bien beau. Et l'Afrique s'est épuisée dans le conflit des modèles. C'est vrai. L'Afrique s'est épuisée dans le conflit des modèles. Puis ensuite, dans une dimension stratégique mondiale, vous savez, les enjeux essentiels de l'économie mondiale étaient concentrés en Asie. Surtout après la Seconde Guerre mondiale, où dans le cadre de la politique du containment, on a fait une sorte de plan Marshall pour l'Asie. L'Afrique, les conflits étaient des conflits de basse intensité, alors que là-bas, en Asie et au Moyen-Orient, c'est des conflits de haute intensité où les investissements américains se sont vraiment intensifiés pour barrer la route au communisme. Donc il y avait des enjeux stratégiques majeurs. Bon, un deuxième point, j'en viens à l'Afrique maintenant. Vous savez, professeur Johnson a parlé du manque d'absence, du manque de pensée stratégique à l'aube des indépendances. Il y en a eu, le cas de Mamadou Dia. Par exemple, quand vous prenez un pays, un enfant, un paysan africain, un jeune garçon, vous l'amenez à l'école. Mais vous savez, c'est une main-d'œuvre que vous enlevez. C'est vrai. C'est un bras de moins pour l'agriculture. Mais on lui fait la promesse, on fait la promesse à et ensuite, quand il sera grand. Alors qu'en 1960, par exemple, le président du Conseil, Mamadou Dia, avait imaginé, en tout cas pour fixer les gens à la terre, développer, ce n'était pas sélectif, des écoles agricoles où les jeunes seraient dans leur milieu en même temps. Ça peut paraître ségrégationniste, mais quand vous parlez d'adaptation à l'environnement, voilà un premier enjeu. Ça ne veut pas dire qu'il reste attaché à la glèbe pour toute sa vie. Mais au moins l'environnement qu'il maîtrise, celui de ses pairs, celui de son environnement, au moins en tout cas, au moins est adapté à ses facultés cognitives. Et là, vous évoquez un cas qui est illustratif de millions de cas africains. Le jeune qui sort de la 3e, de la 4e, qui connaît par cœur le théorème de Pythagore et de Thalès, mais qui ne peut pas, exploiter le domaine agricole de son grand-père avant de venir vous pointer très rapidement. Mais ça, c'est ce dont vous parlez. Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de vision stratégique. C'est parce qu'on n'a pas su pourquoi on forme les enfants. Parce que c'est le même problème
existe encore aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi on remonte aux indépendances. Moi, j'ai fait une étude au Gabon sur les relations entre l'enseignement de l'alimentation et la malnutrition protéino-énergétique chez les enfants. Parce que quand je passais mon CAPES à l'école normale supérieure de Libreville, je me suis rendu compte en potassant, en cherchant un sujet de mémoire, que la malnutrition protéino-énergétique était la 5e cause de mortalité au Gabon chez les enfants. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On a tout ce qu'il faut en termes de disponibilité alimentaire. Comment est-ce possible? Je me suis dit, je suis partie sur l'hypothèse selon laquelle ça ne pouvait être qu'un problème de connaissance. Je suis donc allée voir les mamans qui avaient des enfants atteints de malnutrition protéino-énergétique à l'hôpital pour voir quel était leur niveau de connaissance. Certaines d'entre elles avaient été jusqu'à l'université. Et quand je leur ai demandé si elles connaissaient les bases d'une alimentation saine, elles savaient qu'il fallait des protéines, des lipides, etc. Laissez-moi terminer. Oui, s'il vous plaît. Mais lorsque je leur demandais, dans les aliments locaux qu'elles avaient à disposition, qu'est-ce qu'elles pouvaient donner à leur enfant pour qu'il n'ait pas de malnutrition, elles n'en savaient rien. Je suis allée voir au lycée et au collège, je suis allée interroger les enseignants pour voir comment ils dispensaient le cours sur l'alimentation. Ils parlaient des bases scientifiques de l'alimentation qui sont des connaissances universelles. Oui. On ne peut pas revenir dessus. Et quand je leur demandais quels exemples d'aliments vous donnez aux élèves, ils photocopiaient le Bordas et le Nathan qui parlent de lentilles, qui parlent d'artichauts, qui parlent d'haricots verts. Les enfants n'avaient pas à leur disposition des tables d'aliments qui leur parlaient du manioc, du taro, de l'arachide. Donc ces enfants n'étaient pas capables de sortir de l'école, de construire des menus équilibrés avec des aliments de chez eux. Deuxièmement, ça véhiculait la représentation selon laquelle manger équilibré, c'est manger les aliments de France. Donc les aliments de chez nous ne peuvent pas produire une alimentation équilibrée. Donc vous voyez comment on continue de véhiculer de l'assimilation et de déraciner les élèves par l'enseignement. Allons à la source. Moi, je pose la question à l'enseignante que vous êtes. Est-ce que ce manque de vision, finalement, n'est pas dû au fait que ceux qui sont chargés de réfléchir, de mener cette réflexion stratégique ont été formatés par une école? Non, ils n'amènent pas. Non, il y a d'abord une question de vision politique au-delà de l'enseignant. Celle qui est définie par les gouvernants, par le chef de l'État. Le chef de l'État a quelle vision du citoyen? Parce que c'est ce qui fait que si le chef de l'État n'a pas de vision, il ne veut pas rendre son pays grand. Donc, il veut être lui-même seul le plus riche. Donc, il va détourner toutes les ressources. Le ministre va faire pareil, il va détourner les ressources allouées à l'éducation. Donc, quand ça arrive au niveau de l'enseignant qui n'a que de faibles moyens, des maigres moyens, et qui est comme un laissé pour compte avec des classes à effectifs pléthoriques, on ne peut rien bâtir. Permettez-moi. Oui, très rapidement, parce que c'est aussi important d'insister sur la qualité de ceux qui sont chargés, effectivement, de mener cette réflexion stratégique. Oui. Pendant les campagnes électorales, vous les verrez, les candidats promettent une école adaptée à l'environnement africain, une école moderne qui fasse le lien, la symbiose entre l'environnement et la formation. Mais quand ils sont au pouvoir, plus rien. Est-ce que finalement, on n'a pas un problème systémique? Mais on dit la pédagogie et l'art de la répétition. C'est ça. Bon, donc je reviens sur ce que... Mais oui, puisque ceux qui sont chargés de mener cette réflexion stratégique. La pédagogie. Je voulais dire un mot à mon collègue. Nous ne sommes pas là pour forcément critiquer. Je sais que Mamadou Dia a fait un travail, parce qu'il a la volonté de dire, bon, certaines personnes ont travaillé, d'autres n'ont pas travaillé, etc. Mais moi, ce qui est nécessaire de faire en tant que démarche scientifique, je dois établir un bilan, regarder tout simplement ce qui s'est passé au bout de 50 ans. Au bout de 50 ans, on essaye de faire des choses suivantes. Alors je me suis posé la question, comment se fait-il qu'on forme des mathématiciens comme moi, des polytechniciens, des diplômés d'HEC, des gens qui ont plusieurs formations comme moi, des scientifiques, etc. Et il n'y a pas de décollage au niveau du continent africain. C'est ça la question fondamentale à poser. Pourquoi il n'y a pas de décollage? Donc, c'est vrai que nous avons mis en évidence que, il faut rappeler quelque chose, au XIXe siècle, quand on avait la deuxième révolution industrielle, l'Afrique était sous la colonisation. C'est vrai également qu'avec cette colonisation, on était dans une situation de servitude, il n'était pas question que nous réfléchissions. Et d'ailleurs, quand on formait, c'était des médecins africains, ce n'étaient pas des médecins qui devaient être comme des médecins français, etc. Donc vous savez, toute la clique de Houphouët-Boigny qui ont été formés, et puis d'autres, nos parents, qui étaient à Dakar et qui avaient été formés. Alors, on accède à l'indépendance. L'indépendance est là, c'est-à-dire, la plupart des temps, ceux qui vont diriger ne se sont pas posé la question de faire un saut qualitatif. Le saut qualitatif, et d'ailleurs, ils n'avaient pas été formés pour cela. Permettez-moi d'avancer. Les questions que je suis en train de tenir, ou du moins la conférence ou la réunion, ou bien les propos que je suis en train de tenir à l'instant,
dépasse, je suis à même de pouvoir le faire parce que je ne suis pas simplement que mathématicien. Oui. C'est parce que moi-même, j'ai suivi des cours de management stratégique et que j'enseigne également le management stratégique. Donc, je voudrais dire, permettez-moi de dire que le problème aujourd'hui du continent africain, c'est le management stratégique des nations. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de notre émission. À tout de suite.